Je voudrais d'abord faire une introduction générale et par la suite, je vais découper mon message en plusieurs séquences compte tenu de sa longueur et pour que ce soit le plus exhaustif possible. La source première de l'invention du certificat de conformité pour exclure l'opposition des élections législatives 2019 et compromettre la paix par l'effusion abondante du sang des Béninois résulte du désir ardent de vengeance de Patrice Talon par suite de l'échec de son projet de révision constitutionnelle du 4 avril 2017. La deuxième motivation est l'envie de domination et d'accaparement exclusif de l'appareil d'État, des moyens de production et des secteurs vitaux du pays. Pour se donner les moyens de soumission, d'asservissement du peuple et du pillage des ressources publiques dans l'opacité et la psychose générale, l'ingénierie de la ruse et de la rage du régime de la rupture de la cohésion sociale a pensé à la privatisation de l'Assemblée nationale pour se donner des lois drones à mission spécifique. Le moyen pour y arriver est trouvé. L'exclusion de l'opposition par la révision controversée de la charte des partis politiques, du code électoral et l'invention du certificat de conformité. Chers compatriotes béninois, pour que la postérité retienne et que jamais de telles animosités ne se reproduisent au Bénin, je voudrais, à travers la présente publication, faire le rappel chronologique des faits qui ont conduit au crime de sang perpétré par le régime Talon lors des élections législatives de 2019, puis exposer les conséquences funestes de l'exclusion électorale de 2019 avant de faire un appel à la sagesse, à la retenue, au bon sens pour des élections générales inclusives, pacifiques, crédibles et transparentes en 2026, dont le gage passe indubitablement par l'abrogation de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 portant code électoral et l'organisation des assises nationales inclusives. Le rêve de Patrice Talon, assisté de Joseph Diogbenou, d'avoir un parlement monocolore remonte au 4 avril 2017 après l'échec de la deuxième tentative de révision de la Constitution de 1990. Suivons Maître Joseph Diogbenou à la sortie de l'hémicycle le 4 avril 2017 après l'échec de la révision de la Constitution. Le président de la République a tenu à sa promesse que le projet a été initié dans l'année de son investiture et que l'Assemblée nationale a fait son travail et a délibéré sur la prise en considération. Évidemment, comme vous l'avez su et constaté, que cette décision est négative à la poursuite de la procédure de révision.
Et donc le gouvernement va l'apprécier, va en tirer les conséquences qu'il jugera nécessaires. Ce qu'il faut concrètement dire, c'est qu'il n'y aura pas de débat sur l'approbation du projet. Ce qu'il faut dire, c'est que notre constitution reste en l'état. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'elle a de vertueuse demeure, tout ce qu'elle a de difficultés demeure, mais c'est un cheminement, c'est un combat, il se poursuivra. Nous sommes des êtres humains de liberté. Le libre arbitre est intrinsèque à l'être, est consubstantiel à l'être. Chacun a usé de son libre arbitre et c'est ce qui fait les grandes nations. Je pense que ce n'est pas une question de littérature ni de mathématiques, c'est une question d'hommes et de femmes qui à un moment donné se prononcent et apprécient. Il appartient à l'autorité politique de tirer les conséquences les plus appropriées. Je crois que le président de la République va les tirer et les membres de son gouvernement aussi. Nous allons donc l'appliquer comme il a l'habitude de le faire et que même si nous sommes fortement convaincus qu'il faut réviser notre constitution, je pense qu'à un moment donné, ce peuple réussira à le faire. Peut-être pas de notre temps, peut-être bien que oui, de notre temps aussi. Et donc, chacun appréciera le moment venu. Une décision a toujours une vertu. Et il s'agira de transformer les difficultés en opportunités et de faire avancer notre pays. Suivons à présent le président Patrice Talon dans l'émission À bâton rompu de l'OITB du 8 avril 2017 après l'échec de la révision constitutionnelle. Ce qui vient de se passer au Parlement, je vais le dire pour finir, le refus de l'examen du projet de révision de la Constitution, pour moi, constitue instaure une nouvelle dynamique. Je comprends que exercer les fonctions présidentielles, c'est exercer une fonction d'abord politique. Je comprends que ce que je dis habituellement, que c'est une phase de transition, que je voudrais que tout le monde soit avec moi pour qu'on fasse la transition. Je comprends que c'est un peu naïf. C'est peut-être le mot approprié. Je trouve un autre mot, je l'utiliserai plutôt. Parce que je suis quelqu'un de bonne foi. Mais je dis que désormais, je dois noter que quand même 60 députés ont voté pour. Je dois noter que, politiquement, il y a des gens qui veulent bien accompagner mon action. Je note qu'il y a des gens qui, politiquement, ne veulent pas accompagner mon action. Et c'est cela la réalité aussi de la fonction politique. Il faut faire avec, il ne faut pas se faire d'illusions. Et il faut travailler pour l'intérêt général en se disant quand même que c'est une fonction politique. J'en prends acte. Je tiens compte de la souffrance de mes concitoyens qui n'ont pas la patience d'attendre. Parce que socialement, il faut aussi apporter des réponses immédiates, parfois politiques. Je prends acte de tout cela et je dis que pour les 4 années qui me restent, les choses se passeront un peu autrement. Mais forcément, mieux. Je vous remercie. Pour conclure l'émission, le président Patrice Talon dit « Je vais changer de méthode. Je sais désormais que j'ai 60 députés avec moi et 22 face à moi. Oui, c'est lâché. C'est parti pour les persécutions multiples et multiformes de l'opposition. Quelle est cette démocratie de conformisme et de pensée unique que veut Patrice Talon? Pour ceux qui savent lire entre les lignes, la conclusion de cette émission est sans équivoque. Je vais me venger de l'opposition. Oui, les 22 de la minorité parlementaire. Je vais me venger de l'opposition qui a bloqué mon projet de révision. Dès lors, il fallait tout mettre en place pour empêcher le retour de ces députés de l'opposition à l'Assemblée nationale 8e législature. Voilà l'origine et l'essence du certificat de conformité qui a été pensé et conçu
pour empêcher l'opposition de présenter des candidats aux élections législatives de 2019 afin de s'offrir un parlement monocolore, vassalisé, prêt à toute besogne pour servir les intérêts privés du prince. Et comme je l'ai dit tantôt, pour la clarté de l'exposé, et afin qu'il soit digeste, je vais le séquencer en plusieurs épisodes. Veuillez ne rater aucune partie de cette longue publication. Veuillez me retrouver très prochainement dans la première partie, les actes préparatoires de l'exclusion électorale et du bain de sang de 2019. Que le Seigneur vous bénisse. Le Bénin souffre fondamentalement d'une crise morale et éthique. Les hommes de foi, de probité, de vérité, de conviction, détachés, désintéressés et dévoués pour l'intérêt général sont de plus en plus rares, surtout dans l'arène politique. L'élite est hypocrite, égoïste, cupide et menteuse. Elle se délecte des titres et des vaines gloires. Je fais une citation. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Donc le premier épisode de cette longue série s'intitule « La révélation de Patrice Talon ». Patrice Talon, Joseph Diogbenou, c'est vrai qu'un homme ordonne à la datin et tout le premier cercle de la rupture n'ont jamais été démocrates. Et ils ont eu le temps de le prouver une fois aux affaires, dans leurs propos et actes, en manifestant leur haine viscérale contre la Conférence nationale des forces vives, dont ils ont méthodiquement et violemment détruit les acquis. Prenez le temps de suivre l'intégralité de l'émission du président et vous allez vous rendre compte de la personnalité et du profil psychologique de Patrice Talon. C'est un personnage suffisant et arrogant qui n'admet aucune contradiction. Il se croit omniscient, plus intelligent que tous les Béninois, seul à connaître ce qui est bon et dont le pays a besoin. Écoutez avec quelle banalité il balaie du revers de la main tous les principes universels contenus dans la Constitution de 1990 qui a traversé des décennies et qui a facilité le vivre ensemble des Béninois sans tuerie et sans emprisonnement, malgré la violence des débats à l'Assemblée nationale lors des premières législatures. Patrice Talon croit maîtriser toutes les sciences juridiques, économiques, sociales et politiques, mieux que tous les experts en ces matières. Oh non, c'est trop prétentieux. Un peu d'humilité, Monsieur le Président de la République. Dans ces conditions, vous ne devez pas être surpris d'avoir échoué dans toutes vos réformes pendant les 10 ans. Faites l'effort de passer en revue le coefficient de révision des lois initiées sous votre magistère. Si vous en êtes fier, c'est inquiétant.
Il n'y a aucune honte pour un homme, surtout un homme politique, de reconnaître ses limites lorsqu'on n'a pas, comme dirait le patriarche Nicéphore Soglo, la chance des études. Cessez, s'il vous plaît, de nourrir de l'aigreur contre les personnalités et intellectuelles de ce pays. Le président Talon a un ego surdimensionné. Il vit un complexe permanent et il ne trouve son équilibre psychique que dans l'humiliation des hautes sommités du pays. Sinon, comment comprendre sa demande de débat contradictoire sur la Constitution avec un grand expert comme Joël Aïvo, professeur titulaire de droit constitutionnel? Patrice Talon n'a pas les qualités pour incarner l'unité nationale, ni œuvrer pour la cohésion sociale. Il a un vilain plaisir d'humilier tous ceux qu'il pense avoir quelque chose de plus que lui. Les exemples sont légion. Qui a oublié comment il a traité les professeurs d'université de bavards pendant la campagne électorale de 2021? Qui a oublié ses propos devant les rois et têtes couronnées du pays? Propos en total déphasage avec la tradition africaine. Il disait à peu près ceci: rien ne m'effraie. L'enfant de la maison qui a grandi, ou du moins l'enfant qui a grandi dans la maison, peut donner des ordres à son père et il a l'obligation de s'exécuter. Il n'y a pas encore au Bénin une organisation harmonieuse, unitaire, claire, digne de nos ambitions en ce qui concerne votre place dans la société. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons sûrement poser les jalons d'une organisation sérieuse de la communauté des chefs traditionnels. Vous savez, chère Majesté, que rien ne m'effraie. Vous savez que le fils qui a grandi, qui est mûr, peut diriger la maison, imposer même à son père les règles, même si celui-ci doit demeurer jusqu'à la fin de ses jours le père. Nous allons, chère Majesté, organiser la communauté des chefs traditionnels. Qui de mémoire n'a jamais vu, ou du moins qui de mémoire a jamais vu au Bénin un président de la République mépriser autant les évêques de la conférence épiscopale du Bénin dans plusieurs rencontres, jusqu'à oser dire en leur présence: je vais compromettre la paix les temps à venir. Nous allons compromettre la paix pour les temps à venir. Quel président de la République a tant sous-estimé et manipulé les responsables de confessions religieuses, de chefferie, etc. Quel président de la République a détruit la décentralisation et humilié les élus locaux par des réformes aussi inefficaces que farfelues? Je m'appelle Messan Kenam, c'est le maire de la commune de Bamassé. Vous aviez dit au départ, avant de revenir à la grande question, vous avez dit que d'ici à là, qu'on va remplacer FADEC par une autre structure qui pourrait prendre en compte les aides, le soutien que nous apporte l'État. Est-ce qu'on peut savoir le nom de cette structure? La question qui me tient beaucoup à cœur, je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus, je tiens quand même à le dire. On dit un budget est un instrument politique. Le maire, s'il ne suit pas son budget,
s'il ne règle pas son budget, s'il n'exécute pas son budget, il ne serait pas tellement un homme politique. Je le dis parce que nous sommes sur le terrain. Et puis, vous avez dit plus loin qu'il y a les techniciens. Qui est technicien ici? Qui est technicien? Il n'y a pas de technicien. Si vous prenez technicien aujourd'hui, vous dites qu'il est SE technicien. Il fait quelques années, 2 ans, 3 ans avec vous sur le terrain, dans la commune, immédiatement il devient un homme politique. Vous allez lui dire de faire de poser tel acte, il va s'opposer à vous. Parce qu'il n'est pas de votre bord. Parce qu'il ne soutient pas vos idées. On ne bâtit pas les données. Il faut nous remettre notre budget. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. Si vous voulez qu'il ait la paix et que au niveau des communes, au niveau des conseils, au niveau du cabinet du maire et autres, je pense qu'il vaut mieux nous retourner notre budget. Ce qu'il faut mettre dans le budget là, il faut dire ça au SE. Moi, c'est moi qui ai pris l'arrêté pour nommer le secrétaire exécutif et vous me mettez sous lui en quelque sorte. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, qui sera ordonnateur de budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que, avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. Oh, j'étais satisfait et dit, voilà, on a touché du doigt le problème. Monsieur le maire. Quel président de la République a tant manqué de respect aux présidents d'institutions qui, eux aussi, par manque de personnalité et de conviction, sont tous devenus de vils gadgets institutionnels. Nous avons dans la salle l'institution qui fait la loi, qui constate que nous avons une difficulté objective. Qu'est-ce que cette institution peut proposer pour que nous sortions de cette situation? Pour qu'on ne dise pas que c'est le chef de l'État qui a imposé quelque chose. Moi, je crois que si nous analysons les différents problèmes tels qu'ils sont posés, il y a un aspect fondamental, c'est que c'est les premières élections après la réforme. Et je suis sûr que tous les partis ici présents ont travaillé. Tous les partis ont voulu se mettre en règle, capables d'assumer la réforme que nous nous sommes imposés. Malheureusement, il y a eu beaucoup de couacs. Il y a eu des couacs administratifs, il y a eu des couacs organisationnels. Bon, Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure, avoir constaté que dans la dernière journée, et nous-mêmes l'avons constaté, il y a des quitus qui étaient délivrés le jour même où les candidats devaient donner les dossiers. Or, il y a une organisation interne au niveau de chaque parti. Lorsque vous avez le dossier, il y a quelque chose qui suit après. Lorsque le quitus fiscal est délivré, par exemple, autour de 23 heures, vous comprenez que automatiquement, ça veut dire que derrière, il y a des gens qui attendent. Parce que tu l'auras pas. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une perturbation. Et je crois que lorsque quelqu'un parlait tout à l'heure du fait que la Sénat est devenue pratiquement un bureau, ce n'est pas de gaieté de cœur. Les gens ont compris qu'il faut rentrer à la Sénat. Et dès qu'ils rentrent à la Sénat, ils s'installent à la Sénat pour travailler. Je voudrais vous remercier et accepter que les actions ou les initiatives ou les propositions qui peuvent être faites pour que, en définitive, dans l'opinion publique, on arrête de dire que c'est les partis du chef de l'État qui vont à l'élection. Et je crois que c'est le sens de l'invitation de ce matin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous savez au moins que le PLD est un parti de la mouvance.
Oui, ça là, il n'y a pas de problème. Vous savez quand même. Ma tristesse n'est pas seulement due au PRD. Hein. Je dois vous le dire, je disais tout à l'heure, même si le PRD était tombé et qu'il y a FCDE ou d'autres partis de l'opposition, ma souffrance ne serait pas aussi grande. Je dirais à mes partisans, le PRD, ce n'est pas grave. Il y a au moins l'opposition. Ce qui me fait souffrir, c'est l'absence de l'opposition. Je voudrais faire une petite intervention complémentaire de ce que j'avais dit. Vous avez commencé tout à l'heure en énumérant un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été constatés au niveau de l'examen des dossiers par la Sénat, ce qui prouve que vous connaissez parfaitement ce dossier. Notre collègue Ayadji, en intervenant tout à l'heure, a expliqué comment des doublons ont pu intervenir entre le PRD et son parti. N'est-ce pas? Il a expliqué. Donc c'est parce qu'il a constitué sa liste dans des conditions un peu particulières que cela est arrivé. Vous avez, dans votre énumération, parlé de beaucoup de cas de dysfonctionnement. Il y en a un dont il faut, je pense, parler, c'est lorsque des potentiels candidats vous apportent des pièces, soit falsifiées, soit qui ne sont pas leurs pièces. Alors, notre loi ne dit rien sur ces cas-là. Et je pense qu'il faut sanctionner, à moins que le parti l'ait fait de mauvaise foi, que le président du parti ait fait usage de faux, de bonne foi. Il faut, à mon avis, quand même, absoudre ce parti qui n'a pas les moyens de vérifier qu'une pièce qui lui est présentée par un potentiel candidat est un faux. Et poursuivre, si la bonne foi du parti est prouvée, poursuivre cette personne qui a fait cela. Sinon, nous sommes à la merci de n'importe quel voyou qui, sachant que nous n'avons pas les moyens de contrôler, notre administration ne nous permet pas encore de contrôler, les partis n'ont pas l'organisation qu'il faut pour contrôler l'authenticité des pièces qui leur sont remises, eh bien nous sommes à la merci des gens. Monsieur le Président, oui. je ne vais pas vous couper, mais oui, je ne souhaite pas que vous allez plus loin dans cette présentation des choses. Je ne le souhaite pas. Parce que les partis politiques ne peuvent pas aligner des voyous sur leur liste. Non. Je ne peux pas accepter que les partis politiques envoient au Parlement des voyous. Non, monsieur. Nous n'envoyons pas de voyous, mais c'est leur comportement qui se révèle. Ah, mais s'ils sont sur votre liste, qui peut être élu. Ah oui, mais c'est leur comportement qui révèle a posteriori qui sont les voyous. Si c'est l'individu ou c'est le parti, mais c'est des listes de partis. Alors, est-ce que nos partis au Bénin vont envoyer au Parlement des voyous? Non. Ah non, donc vous devez veiller à ça. Non. Mais vous avez l'obligation et vous allez porter le chapeau Monsieur le Président, si vous envoyez des voyous au Parlement. Monsieur le Président, s'il en est ainsi, il y a beaucoup de présidents de partis qui risquent d'être poursuivis ces 4 matins, même à l'état actuel des choses. Même à l'état actuel. C'est pour ça que nous voulons réformer les partis politiques. On n'a pas les moyens. Vous avez des gens qui sont au nord aussi, ceci, et on vous envoie des pièces. Comment pouvez-vous vérifier? Il ne faut pas que ça continue. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous voulons que les partis aient des membres de leur parti. Si c'est des partis anciens, il faut qu'ils justifient qu'ils ont des membres partout. Ces partis nouveaux, ces membres fondateurs, c'est pour pareil à ce genre de choses que nous avons fait la réforme qui donc s'avère pertinente. Bien sûr, absolument. Peut-être que vous direz que c'est peut-être trop tôt. Mais on ne peut pas justifier. Non, mais il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. Il faut les poursuivre. C'est ça. Il faut poursuivre les responsables des partis. Oh non. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait dans le dossier du PRD des documents falsifiés? Mais bien sûr, parce que le PRD a beau être organisé, outillé, le PRD n'est pas encore au top niveau. Notre administration n'est pas numérisée. Non, on je préfère ne pas entendre ça, Monsieur le Président. Je ne veux pas entendre ça. Que le PRD a un niveau d'organisation qui fait que dans ce dossier, il y a des documents falsifiés. Je ne veux pas entendre ça. Monsieur. Le temps me manque pour parler des grands hommes d'affaires qu'on a spoliés et anéantis de façon effrontée.
Chers compatriotes, nous continuons notre voyage dans le récit certificat de conformité, origine, causes et conséquences des élections législatives exclusives de 2019. Et comme vous vous en souvenez, nous étions en train donc de vous parler des actes préparatoires à l'exclusion. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 2 que j'intitule l'incendiaire. L'incendiaire, oui. Ce qui a mis feu au Bénin en 2019. L'histoire des premières crises électorales avec des morts massives d'hommes au Bénin ne peut être faite sans évoquer le nom de Maître Joseph Djobénou, l'un des idéologues et porteur de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 qui a échoué, d'où désormais le concept de la gouvernance par la ruse et la rage. Il est par ailleurs l'un des concepteurs et promoteurs des textes de loi nuisibles à la République et le maître absolu du certificat de conformité qui a balisé le terrain aux forces de défense et de sécurité pour le massacre abusif des citoyens. Le sol béninois a été excessivement abreuvé du sang frais de ses fils et filles du sud au nord en 2019 et en 2021. Ils ont tiré sur elle. Ils ont tiré sur elle. Est-ce qu'il faut fusiller de derrière? Oui, de derrière. Est-ce qu'il faut fusiller quelqu'un de derrière? Paix à l'âme des défunts et compassion aux familles endeuillées non consolées. Le principal mobile de l'effusion du sang des Béninois par suite des élections législatives de 2019, une première dans l'histoire politique de l'ère de renouveau démocratique au Bénin, fut le certificat de conformité imposé par la décision DCC EL 19-001 du 1er février 2019 de la Cour constitutionnelle présidée par Maître Joseph Djobénou. Depuis la Conférence nationale des forces vives de février 1990, le Bénin ne s'est jamais aussi mal porté, avec des lois électorales que sous le régime de M. Patrice Talon, avec des exclusions, des tueries, des emprisonnements, des exils. Au motif de la limitation du nombre de partis politiques au Bénin, le président de la République a engagé avec ses partisans et courtisans des réformes par des lois inopérantes, inadaptées, chrysogènes, mortifères, iniques et d'exclusion. Alors que le peuple béninois attendait avril 2019 pour des élections législatives transparentes, crédibles et inclusives, pour élire ses dignes représentants à l'Assemblée nationale, afin de recadrer le totalitarisme qui s'est installé en avril 2016 et qui s'active à détruire tous les acquis démocratiques obtenus de haute lutte par la conférence nationale, la Cour Djobénou lui assène un coup mortel. Au motif que le Bénin comptait plus de 200 partis politiques, dont aucun, depuis le début du renouveau démocratique en 1990, n'a pu faire élire un de ses membres à la magistrature suprême, le régime s'est empressé d'envoyer à l'Assemblée nationale, où se trouvent ses commis députés du bloc de la majorité présidentielle PMP, deux projets de loi portés par ceux-ci, dont l'objectif officiel supposé serait de provoquer de grands regroupements de partis politiques avec une assise nationale. Le but inavoué était la dislocation des grands partis politiques traditionnels. Nul n'a besoin d'une nouvelle loi, d'une réforme du système partisan pour réguler la pléthore de partis politiques au Bénin, car la solution était contenue dans les dispositions de l'article 7 de la loi numéro 2001-21 du 21 février 2003, portant charte des partis politiques, et je l'avais souligné lors du séminaire parlementaire du 15 février 2018 relatif au système partisan.
et je cite, « Les partis politiques sont tenus de participer aux élections nationales et locales. Tout parti politique perd son statut juridique s'il ne participe pas, seul ou en alliance de candidats, à 2 élections législatives consécutives. La décision de retrait de l'enregistrement délivré est prise par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur et publié au journal officiel du Bénin. Le recours en annulation contre l'arrêté du ministre chargé de l'Intérieur est suspensif. » Fin de citation. Ce qui est plutôt à déplorer, c'est l'incapacité des régimes successifs à pouvoir appliquer la loi existante. À l'analyse, malgré cette flopée de partis politiques que l'on dénonce à juste titre, avec le système des alliances de partis politiques par le passé, le Bénin n'a jamais compté à l'Assemblée nationale une vingtaine de partis politiques. Mieux, le Bénin n'a jamais enregistré de troubles ni de morts d'hommes à la suite d'élections, comme ce fut le cas en 2019 et en 2021, avec 2 partis imposés d'autorité. Il ressort donc clairement de ce constat que la thérapie proposée par Patrice Talon à travers ces réformes n'est pas la bonne. Et de ce point de vue, toute la rupture a lamentablement échoué. Une réforme électorale qui tue, qui emprisonne et qui exile ne peut être célébrée. Mieux, malgré les nouvelles dispositions contenues dans la charte des partis politiques et du code électoral, version 2018 et version 2019, réaménagée par une loi interprétative en 2020, quel est le parti politique qui a présenté la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021? Il faut rapidement changer de cap. Ce ne sont pas les morts ou les Béninois en prison ou en exil qui vont induire la croissance économique du PIB. Merci de m'avoir suivi. Veuillez me retrouver pour la suite dans l'épisode numéro 3 de ce récit que nous avons entamé ensemble. Que Dieu délivre le Bénin. Je vous remercie et à bientôt.